Le podcast a été enregistré à l'Institut Polytechnique de Bordeaux. Cet épisode est rendu possible grâce à notre partenaire Preventica et à vous, nos patriotes. Plus d'informations en fin d'épisode. Bienvenue sur Parlons peu, parlons ergo, un podcast de vulgarisation des connaissances autour de l'ergonomie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode intitulé « Pour des organisations plus démocratiques » où nous parlerons du parcours de Johan Petit, de l'étude de l'organisation du travail et de l'importance d'étudier et de concevoir les régulations au travail. Au micro pour cet épisode, nous retrouvons Antoine Rigolet et Paul Fortabat. Bonjour Paul. Bonjour Antoine. Pour cet épisode, nous recevons un maître de conférence responsable du Master Sciences Cognitives et Ergonomie de l'Université de Bordeaux. Également responsable de l'équipe d'ergonomie des systèmes complexes de l'Institut Polytechnique de Bordeaux et membre du conseil des enseignants-chercheurs en ergonomie. Il est la personne qui m'a conduit à passer des nuits blanches, à réfléchir sur ma pratique et ma posture d'intervenant. Nous l'invitons pour parler de son habilitation à diriger la recherche, intitulée « Intervention sur l'organisation, concevoir des dispositifs de régulation pour un travail plus démocratique ». Bonjour Johan Petit. Bonjour Paul, bonjour Antoine. Pour commencer, en fait, on a remarqué qu'au cœur de ton HDR, il y avait quelque chose qui s'appelle l'organisation. On aimerait comprendre en fait qu'est-ce qui, depuis le jeune ergonome que tu étais et que tu es toujours, comment tu es arrivé à questionner sur l'organisation, à t'orienter vers ça, qu'est-ce qui conduit à aller vers là ? Peut-être qu'on peut se dire qu'au début, j'étais pas forcément prédestiné à traiter des questions d'organisation. Je n'étais pas câblé pour ça en fait. Je faisais des études de sciences cognitives avant de faire de l'ergonomie. Et ce que je prenais pour mes premières pratiques en ergonomie, en fait, en fin d'études de maîtrise de sciences cognitives, c'était d'essayer d'évaluer des interfaces homme-machine. Et plus particulièrement dans un cockpit d'avion, parce que c'était mon stage de fin d'études, notamment en phase finale d'atterrissage, et d'essayer de voir comment certains aspects de cet IHM pouvaient être modifiés pour qu'il y ait certaines erreurs en moins faites par les pilotes. Voilà. Donc c'était pas du tout des questions organisationnelles. Et puis en fait, c'est aussi une rencontre avec une équipe. C'est la période où j'ai rencontré François Danielou, j'ai fait mon DESS d'ergonomie, donc qui est l'équivalent du Master 2. Et j'ai rencontré aussi, c'est là où je découvre aussi une vision du travail, donc qui était quand même relativement portée sur des questions d'organisation, pas seulement, mais quand même assez portée par l'équipe. Et là, je commence à découvrir un peu ces aspects organisationnels et les effets qu'ils peuvent avoir sur le travail. Et puis en même temps, pendant toutes mes études, moi je suis caissier dans une grande surface, et je vois aussi, je vois au quotidien ce que je bosse 1 à 2 jours par semaine. Donc il y a des personnes, pendant 6-7 ans j'ai fait ça, il y a des personnes que je commence à connaître, et je vois aussi les réflexions qu'il peut y avoir par certaines personnes dans le travail sur des aspects organisationnels. Voilà. Bon. Et puis petit à petit, j'ai fait mon stage de fin d'année de DESS dans le secteur nucléaire. Particulièrement, c'était sur la phase d'évacuation de combustible entre la centrale et puis le train qui amène au centre d'évacuation. Et le but, c'était de réfléchir à diminuer la prise de dose en fait des personnes qui s'occupent de ça. Et là, au-delà des aspects techniques, ce que j'avais en tête moi au tout début, notamment le port des EPI, les ambiances de ces environnements de travail, je me rends compte en fait qu'il y a plein d'autres choses qui portent sur l'organisation, qui ont des effets sur la prise de dose. Et notamment le fait de préparer ces moments-là, de le préparer avec les responsables, mais aussi avec l'équipe, collectivement, et puis d'être capable d'anticiper un certain nombre de choses en amont, mais aussi de réguler un certain nombre de choses pendant. En fait, de compter sur le collègue, de pouvoir s'entraider à certains moments, ça évite de passer du temps dans la zone, de savoir qu'on travaille ensemble depuis longtemps, ça permet d'avoir des implicites qui permettent de travailler plus vite, de travailler plus efficacement et qui permettent de prendre moins de doses. Et ces aspects collectifs, ces aspects préparation du travail, de répartition des tâches, ça commence à prendre un peu de forme. Moi, mon diagnostic portait énormément sur ça. Donc je me rappelle, c'était un projet national. Donc ma collègue binôme de l'époque a continué à travailler après la fin du DESS sur ça. Et c'est essentiellement sur des questions organisationnelles. Donc là, sur 3-4 années, là, ça commence à prendre un peu forme pour moi. Et bon, après,
j'ai fait ma thèse de doctorat dans une mutuelle, à la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale. Et là, pendant 4 ans, j'ai travaillé que sur des questions d'organisation. Donc c'était une phase de changement. Ils mettaient en place des centres de traitement pour traiter les feuilles de soins, qui étaient encore à l'époque en grande partie papier. Et donc voilà, il y avait un centre de traitement à Bordeaux et l'idée c'était de travailler sur des questions purement d'organisation parce que ça fonctionnait pas bien et parce que ça commençait à avoir des effets sur les personnes. Donc là, on a travaillé quasiment que sur ça et avec une directrice de ce centre de traitement là qui s'occupe de 200 personnes quand même. C'était c'était des structures quand même assez importantes. On a beaucoup travaillé ensemble, on a beaucoup aimé travailler ensemble. Et là, j'ai pris conscience que nos pratiques, notamment en participative, dans les projets, pouvaient aussi être des outils ou des démarches que pouvaient utiliser des managers, puisqu'elle s'est servie de la démarche. Concrètement, elle me disait, tu fais venir toujours les mêmes personnes dans ce groupe-là. Est-ce que tu accepterais qu'on les fasse tourner? Parce que moi, j'ai mes équipes qui demandent, dans d'autres équipes qui demandent à pouvoir participer, ce qui s'y passe. Et elle me dit, moi, pour manager ça, en plus ça se passe bien, elle me dit, j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres qui tournent. Voilà. Et on a réfléchi à ça, et donc on a changé la démarche, parce que moi, j'avais pas ce modèle-là en tête, je n'avais pas prévu ça, mais voilà. Et donc, elle s'en est servie, et puis elle a créé aussi des structures, des réunions, par exemple, où elle faisait participer comme elle ne le faisait pas avant. Donc voilà, naissait aussi l'idée que, pour moi, que notre façon de travailler était très imbriquée avec ce que pouvaient faire des managers ou pas, quoi, ou comment ils peuvent être impliqués dans l'organisation, autrement dit. D'accord, donc c'est au travers de l'étude de l'organisation que tu en es venu à dire les managers sont importants à cette organisation, sachant que tu avais déjà commencé à questionner l'organisation avec la centrale nucléaire, avec... J'avais pas autant, en tout cas pour moi, si j'essaie de retracer, c'est difficile de se dire à quelle époque on a des déclics ou les choses... Il y avait déjà des travaux aussi sur ça, hein, les travaux de thèse, notamment de Gabriel Carbaleda, portaient sur ça, hein, sur le rôle des managers aussi dans la régulation, dans la conception d'organisation au quotidien. Donc c'est pas sorti de ma tête, mais c'est aussi construire pour une discipline, de continuer à construire des choses autour de ça. Et pour moi, ça prend vraiment forme, là, ça commence à prendre forme à cette période-là, hein, où je suis en plein dedans, je travaille avec cette personne-là, enfin avec d'autres, mais avec celle-là en particulier. Et c'est là où je me rends compte que le rôle qu'elle peut avoir finalement dans l'organisation, parce que la faire venir, elle venait pas dans les réunions, la faire venir à partir d'un certain temps dans les réunions, ça a complètement modifié l'organisation, mais en direct, quoi. On discutait de problèmes dans le travail. Bon, si le sujet nécessitait plus de réflexion, il se faisait dans une autre réunion après, ou en dehors, hein, on travaillait ça en dehors. Mais on avait ceux qui prennent la décision et ceux qui ont les problèmes à régler ensemble, et on arrivait à trouver rapidement des solutions aux problèmes à traiter. Donc là, il y avait le rôle du manager qui était hyper important. Donc là, pour moi, ça a été, pas une révélation, mais en tout cas, le rôle important des managers dans l'organisation. Ouais. Ça a commencé là. C'était aussi la rencontre. C'est aussi des rencontres de personnes. Hein. Donc là, j'ai commencé à travailler avec François Danielou sur ce travail de thèse. Christian Martin, qui travaillait énormément sur comment influencer les dirigeants, hein, dans les projets, dans les interventions qu'on menait. Et puis, pour moi, c'est la rencontre aussi avec Bernard Duguay, qui est sociologue du travail et donc sociologue des organisations. Et donc là aussi, c'est mon regard qui commence à changer parce qu'on travaille ensemble, on discute des sujets qu'on a à traiter et on s'influence progressivement, quoi. Et puis, on a eu une expérience commune ensuite, à la suite de cette expérience MGEN dans les expertises CHSCT, puisqu'on a fait moi pendant 4 ans, lui pendant plus longtemps, des expertises dans le secteur agricole et principalement agroalimentaire pour moi, et puis banque et assurance du secteur agricole. Donc on a fait pas mal d'expertises où on arrivait après, c'est-à-dire quand des organisations avaient été changées, ou en cours, et qu'elles commençaient où il y avait des risques, où il y avait eu des effets négatifs de ces organisations. Donc là, évidemment, la question du management était assez présente, hein, parce que c'était des contextes plus lourds, où des cas individuels ou collectifs s'étaient dégradés au point où il y avait une expertise qui était déclenchée. Et donc la question du management était posée plus directement, notamment par les représentants. Voilà. Donc là, c'est aussi une autre manière d'attraper le management dans l'organisation. En parcourant ton HDR, on a remarqué que tu parles énormément de régulation dans l'organisation. Qu'est-ce que la régulation et quelles sont les caractéristiques de la régulation ? Waouh !
Belle question. Peut-être pas y répondre, mais amener peut-être quelques éléments de réponse. D'abord, il faut partir de l'idée qu'il y a, même en ergonomie, il n'y a pas un seul modèle des régulations. Il y a plusieurs modèles des régulations qui vivent quoi en fait, qui sont dans la nature et chacun aussi les utilise à sa façon en fonction de ce qu'il a besoin de montrer. Les modèles servent à ça et puis ils évoluent. Donc moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est une façon de voir les régulations et parce que cette façon-là me paraît aussi opérante pour concevoir des organisations, pour les transformer ou pour les modifier. C'est ça qui me paraît important. Donc, pour moi, une régulation, elle a plusieurs niveaux. Dans mon HDR, j'en dénote principalement deux, c'est-à-dire la régulation dans l'activité individuelle et collective, pendant l'exécution. Et même là, on pourrait imaginer qu'il y a deux niveaux. Parce que si vous reprenez les travaux de Leplat, quand on demande quelque chose à faire à quelqu'un, il y a un premier niveau que Leplat appelle le couplage. Et ensuite, quand on exécute, quand on fait les choses, quand on est en pleine activité, il y a plein de régulations que l'on fait, mais parfois de manière très inconsciente, individuellement ou collectivement. Et ça, donc ça, ces deux premiers trucs, ça pourrait être ce que moi, dans ma thèse, dans mon HDR, j'appelle le premier niveau. Voilà, il y a le couplage, et puis il y a des régulations aussi dans l'exécution. Le deuxième niveau, c'est dans un dispositif de travail qui n'est plus la production, qui n'est plus l'exécution. On a des espaces identifiés pour ça. Et on réfléchit à un truc à poser problème, un truc qui revient régulièrement et qui est quelque chose d'important dans le travail. Et à partir de ça, on réfléchit à la fois d'après, comment on s'y prendrait pour que on fasse moins d'erreurs, le client soit satisfait, que le patient n'ait pas de soucis, etc., etc. Et donc là, on est plutôt, ce que dans la socio des organisations, Reynaud, de Tersac appellent les régulations froides. Et c'est un autre niveau de régulation. Donc c'est un niveau de régulation plus organisationnel, on pourrait le qualifier. Voilà, parce il faut se poser vraiment sur les règles pour que l'exécution d'après, peut-être, pose moins de problèmes. Donc il y a une forme d'anticipation sur le travail qu'on va faire après à partir de ce qu'on a déjà fait. C'est au manager de prendre en compte ces régulations froides dans le travail ou comment on fait en sorte qu'elles durent finalement dans le temps, comment elles sont chaudes et elles refroidissent quoi. Oui, c'est au manager, mais pas seulement. Parce qu'on peut très bien imaginer qu'il y a une délégation, une forme d'autonomie qui est laissée aux salariés pour qu'ils gèrent ça. Et puis, on peut aussi imaginer que les questions de travail, que ce soit un problème ou pas, ne remontent pas seulement par les managers. Ça ne devrait pas. Il y a un canal quand même qui est le représentant du personnel qui sert aussi à traiter des questions de travail. Donc, c'est aussi un canal par lequel devraient remonter les choses et aussi des personnes qui devraient, alors pas tout le temps, mais de certaines régulations, ils doivent en faire partie. Voilà, donc une structuration des relations sociales et une structuration en même temps des questions de management, des remontées, des descentes par le management, c'est ce qui permet de faire des régulations. Mais en même temps, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut aussi des espaces et du temps pour faire ça. Donc c'est considérer que ce qui se fait là-dedans, c'est du travail. Et ça, c'est une question centrale. Ce qui est aujourd'hui très très difficile à implanter dans les entreprises. Voilà, de considérer que ce travail où on réfléchit à comment on fait le travail, aux règles qu'on a pour faire le travail, aux moyens qu'on a de mieux le faire, etc., etc. C'est très difficile de faire considérer à certains décideurs que c'est pas du temps perdu, que les personnes ont aussi des choses intelligentes à dire sur le travail. Mais c'est la réalité. C'est comme ça, on est confronté à ça. Donc on peut lutter philosophiquement contre tout ça. Nous sommes des ergonomes, donc on doit aussi trouver des modèles opérants qui permettent de transformer aussi l'action de ces dirigeants, de ces représentants, pour aller vers des fonctionnements comme ça. Ça fait partie pour moi, ça fait partie de l'environnement qu'on a à gérer. Moi, je voulais revenir sur les opérateurs, justement. Est-ce que c'est pas comme ça qu'ils construisent leur expertise de leur activité, finalement, en refroidissant ces régulations? Oui, tout à fait. Oui. On reprend tous les travaux sur le collectif, c'est ça. Les travaux de Sandrine Caroli portent énormément sur ça, c'est-à-dire quelle est la place du collectif pour la vivacité des règles, qui aident à faire le travail. Donc la vivacité, c'est dans le sens les connaître, les partager, les modifier, les réexécuter ou les réutiliser pour voir si elles fonctionnent, et voilà, les faire vivre en fait. Donc ça, le collectif a un rôle hyper important, donc il faut qu'il existe, et il faut qu'il y ait aussi du travail collectif pour que les gens puissent partager des règles de travail. Et puis il faut des moments où ils ont la possibilité de faire ça. Alors, il ne faut pas imaginer que la réunion est la solution à tout. La réunion où on met les gens dans une salle en disant allez-y, non.
c'est que s'ils ont les marges de discuter sur le moment du problème qu'ils ont collectivement, parfois ça va très bien. Et parfois, il faut prendre un peu plus de temps parce que le problème est plus compliqué que ça. Il faut faire peut-être appel à des gens du service d'avant, du service d'après, peut-être des techniciens qui sont ailleurs, des chefs. Poser les choses de manière un peu plus solide, un peu plus étalée dans le temps et traiter ça. Donc c'est pour ça que de mettre des espaces de débat sur le travail comme solution à tout, j'y crois pas. C'est pas ça qui résout tous les problèmes. C'est les marges de manœuvre que l'on a pour pouvoir délibérer sur le travail, des règles et collectivement et avoir aussi la possibilité de changer les choses derrière, au moins une partie. Si le cadre est connu, mais voilà, parce que réfléchir sur le travail, débattre sur le travail sans qu'il y ait possibilité de le transformer, il vaut mieux pas le faire, à la limite. En tout cas, on a une responsabilité en tant qu'ergonome quand on enclenche ça, de savoir ce qu'on est en train de faire. Oui, parce que finalement, toutes ces questions de régulation, de ce que tu fais remonter, c'est la question de la cristallisation de la régulation, mais une cristallisation qui ne doit pas être forcément préparée par le management, c'est ça ? Ah si, le management a un rôle important à jouer, mais il n'est pas forcément là à chaque fois qu'il y a de la régulation. C'est ça le truc. Mais il peut jouer un rôle important. Parce qu'en fait, la régulation, pour moi, elle comporte 3 dimensions très importantes. Il y a la dimension technique, on peut l'appeler technique, moi je l'appelle technique. C'est-à-dire les compétences qu'il faut pour faire la régulation de manière efficace, les outils, le matin. Voilà. Donc c'est plutôt une dimension technique. Et par exemple, d'avoir les bonnes personnes, le bon collectif, c'est parfois très utile pour traiter d'une régulation en particulier, que ce soit dans l'exécution ou plutôt à froid. Et puis il y a une dimension décisionnelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander à des gens de réfléchir à un sujet de travail, sachant que derrière, il n'y a aucune marge de manœuvre pour transformer quoi que ce soit. Donc, il y a une dimension décisionnelle qui est très importante. Et quand on intervient en tant qu'ergonome, on a une responsabilité de connaître un minimum ou d'avoir négocié un minimum des marges, même si elles sont limitées, mais de les connaître avant de faire travailler les personnes comme ça sur des possibilités de changer les choses. Et donc la partie décisionnelle est très importante. Et puis la troisième c'est relationnel, c'est que on se rend compte parfois que des personnes n'ont pas l'habitude de travailler ensemble comme ça. Donc quand on parle des régulations plutôt organisationnelles à froid, on a des personnes qui savent pas travailler, et donc il y a un apprentissage aussi de ce travail-là, et parfois ça prend du temps, notamment en tout cas, moi, ce que je constate le plus, c'est entre des niveaux hiérarchiques, où on sait plus parler, quoi, en gros. C'est une chef qui me dit moi, je fais tout par mail. Je veux plus qu'on ait de discussion rôle, ça sert à rien. Et évidemment, c'est un service où il y a un problème, quoi. On y est pour ça, quoi. Donc voilà. Donc il y a une cristallisation sur les relations interpersonnelles. Ça finit par ça, qui empêche un certain nombre de régulations. Parce qu'en fait, il y a des régulations qui se font par écrit, par échange de mails, mais qui ne sont pas efficaces, qui en posent encore problème. Donc voilà, cette dimension, il ne faut pas la négliger. C'est que pour nos interventions, c'est hyper important parce que parfois, ça prend du temps de réenclencher, de remettre en route aussi cette capacité à travailler les uns avec les autres, quoi. Et là, c'est pas technique, ni le pouvoir de décision derrière, c'est une capacité à travailler ou avec ses collègues ou avec sa hiérarchie, ou ses subordonnés. Mais c'est clair, s'il n'y a plus de dialogue, pour moi, tu peux pas... Enfin, ça laisse place à tellement d'interprétations, l'écrit. Le problème de cette dame, finalement, c'est qu'elle a formalisé tout, et dans le formel, tout peut pas passer, de toute façon. Il faut du formel, et puis ça dépend des milieux dont on parle. Il y a des milieux où il faut beaucoup de formel. Les industries à risque, par exemple, il faut beaucoup de sécurité réglée, évidemment. Mais même dans des entreprises de services, il faut, quand une mutuelle, par exemple, il y a des règles qu'il faut appliquer. Et même si on sait, quand on étudie le travail, que ces règles sont réinterprétées et que c'est comme ça que vit le travail, mais il y a quand même des règles écrites, officielles, auxquelles on peut pas trop déroger pour certaines, et d'autres qui sont toujours réinterprétables. Et quand on a cette partie du travail qui nécessite de réinterpréter les règles, il faut laisser un peu d'autres formes de régulation. Et puis il faut imaginer les régulations pas comme un moment où il y a une régulation, c'est fait. Non, il y a des régulations qui prennent du temps. Voilà. Et souvent les régulations, elles sont diachroniques, c'est-à-dire qu'elles sont étirées dans le temps. Moi, j'ai des exemples de sujets qu'on traite, elles se traitent parfois sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, avant qu'on ait trouvé, la bonne règle, à réexpérimenter. Donc c'est du temps, en fait. C'est pour ça que des changements organisationnels, oui, il y a des moments où beaucoup de choses changent, qu'il faut changer, sur une période donnée, mais il faut laisser le temps à l'organisation en permanence, de s'expérimenter. Donc il faut des processus de régulation. J'aimerais bien savoir comment tu le fais comprendre à l'entreprise, ça, mais après...
Mais je sais pas comment on fait vraiment, parce que je sais pas. En fait, on convainc pas au départ et on fait après. C'est souvent l'exemple qui permet d'eux. Et quand on a fait un exemple ou deux où ça se passe bien, on arrive à traiter d'autres sujets. En fait, c'est plutôt ça. Donc parfois, il faut accepter de rentrer par une porte qui est pas celle qu'on imagine. Faut pas confondre porte d'entrée et porte de sortie. Hein. Voilà. Porte d'entrée, ça peut être un exosquelette. Porte de sortie, des questions d'organisation. Voilà. Et souvent, les ergonomes sont pas identifiés sur les questions d'organisation. Surtout quand on imagine une organisation dans le sens fonctionnement un peu général de l'entreprise, avec les circuits de décision, avec le rôle des managers, avec la répartition des travails, etc., etc. Ils sont pas prêts à entendre vos décideurs en face de vous. Donc il faut trouver des astuces. Et les astuces, je crois que notre plus grosse force, c'est l'expérience, quoi, de montrer que. Mais finalement, comme tu as très bien dit, les décideurs sont pas prêts. Est-ce que justement la régulation dont on parle depuis tout à l'heure, c'est pas remettre en cause l'organisation pyramidale telle qu'elle est pratiquée au quotidien dans les entreprises, ou telle qu'elle est vue du moins par les managers, même si c'est pas la réalité du terrain tout le temps. Mais les managers la voient comme ça. Est-ce que nous, en intervenant, on vient pas tout remettre en cause et dire en fait votre pyramide elle est nulle. Ou c'est votre forme qui est pas adaptée. C'est la forme pyramidale qui est pas adaptée peut-être. Je sais pas si c'est si simple que ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on touche aux questions d'organisation, on touche au travail de ceux qui dirigent. Quels que soient les niveaux de cadre auxquels vous avez à faire, c'est que ce soit de direction, intermédiaire, de proximité, ils font de l'organisation au quotidien. C'est leur boulot. Ce sont des maîtres d'œuvre de l'organisation. Ils font des règles, ils répartissent le travail, ils donnent des objectifs. C'est eux qui font tout ça. Il y a évidemment des règles qui viennent de l'extérieur, mais quand même, ils en font beaucoup. Donc si vous venez sur ce registre-là, eh bien vous venez toucher à leur travail. C'est sûr. Et ça plaît pas. Ça plaît pas parce que ils sont pas habitués non plus. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut être il faut être très prudent, très très humble par rapport à ces questions-là. C'est pour ça qu'il y aller petit à petit avec des exemples, c'est très bien. Mais en même temps, il faut peut-être qu'on se pose les questions, d'être un peu moins réticent à dire les choses. C'est-à-dire que on va toucher à des questions d'organisation de ce type-là, quand on va traiter ce sujet-là, être assez honnête dès le début et de pouvoir en parler. Bon, parfois ça réagit très mal. Et de dire que les managers doivent être impliqués parce qu'ils sont impliqués dans ce travail-là tous les jours. Ça, je crois qu'il faut le dire. J'ai une expérience là très récente où on a été mis dans une configuration de temps d'intervention, pas du tout comme on traite le même sujet qu'on traite depuis quelques années, mais on doit traiter tout ça en moins d'un mois. Sur des sujets que d'habitude on traite sur plusieurs mois, plusieurs années. Et donc du coup, ça veut dire ce qu'on essaye de faire, c'est des méthodes très pédagogiques, même dans la manière d'amener les diagnostics, où on part vraiment d'en bas de situation, sans mettre clairement sur la table dans le diagnostic que ça peut venir d'une manière de faire le management, et donc de pas impliquer de personnes, en particulier certains managers. Mais là, on pouvait pas possible. Dans le temps imparti, on peut pas y aller tout doucement, tout mettre des formes, etc. Donc on dit des choses sur le management. On a essayé de le dire le plus correctement possible par rapport à notre façon, à notre éthique professionnelle, aussi nos techniques, nos méthodes. Mais on pouvait pas faire comme d'habitude. Donc on a dit des choses sur le management. Et c'était pas si mal que ça, en fait. Et on a quand même avancé sur pas mal de choses, notamment sur des choses qui ont un très haut travail des managers. Il y a plusieurs des choses. Donc on n'a pas pu accompagner comme on le souhaitait. Mais le fait de dire des choses autrement, de manière plus directe, en fait, et plus ciblée sur certaines pratiques, ça a porté, ça a aussi porté ses fruits. Est-ce que finalement, on parle de régulation depuis le début, on parle d'organisation, de management, de choses comme ça, mais est-ce qu'au bout d'un moment, ce que tu mets pas en avant, c'est qu'il y a une limite à cette régulation? Même, là justement, ça pourrait être intéressant, ce terrain où tu as eu qu'un mois pour intervenir, et choses comme ça, parce que est-ce qu'on n'atteint pas des limites au final avec cette organisation pyramidale, avec quelque chose de rigide, avec quelque chose qui n'est pas prêt à changer? Est-ce qu'à trop vouloir réguler, en fait, on n'en vient pas à braquer l'organisation? Mais la question, elle se pose même pas comme ça. C'est que dans l'activité, que ce soit une activité de travail, une activité dans la vie de tous les jours, il y a de la régulation. C'est comme ça. Fondamentalement, on ne pourra pas le changer. Vous avez fait vos régulations avant de démarrer l'interview. Si un autre que vous avez imposé une manière de faire, un temps, etc., votre régulation, je ne sais pas si elle aurait eu les mêmes effets, Donc ça, de penser qu'on peut limiter des régulations, c'est-à-dire les anticiper de manière à ce que ça soit moins coûteux. C'est ça la question. La régulation, la limiter, l'enlever, c'est même pas ça le truc, parce que souvent dans les régulations, c'est là aussi les gens se développent auprès des autres, travailler avec des nouvelles personnes, développer des compétences, faire mieux son travail, c'est ça aussi les régulations. Donc il faut les laisser.
C'est pas ça le truc. La question, c'est le coût des régulations. Et quelle est la capacité d'une organisation aussi à permettre les régulations avec un coût mais pas que le coût pour les personnes, hein. Le coût aussi pour une organisation, c'est-à-dire même au niveau financier, c'est-à-dire le temps qu'on va passer à travailler sur des sujets, etc. On ne peut pas faire abstraction de ça, nous. Quand on veut implanter des dispositifs qui permettent d'avoir de meilleures régulations, que les régulations puissent se faire dans de meilleures conditions, on est obligé de tenir compte aussi de certains aspects qui nous enquiquinent. On ne peut pas dire non, ils vont passer la moitié de leur temps en réunion pour faire de la régulation. Non, voilà. Donc il y a des réalités aussi structurelles qu'il faut prendre en compte. Mais là où je te rejoins, c'est que il y a des formes d'organisation qui facilitent plus ou moins quand même les régulations. Ouais, ça c'est sûr. Alors je sais pas si on va peut-être revenir après, mais remettre en cause la structure pyramidale, je sais pas si c'est la seule bonne chose à traiter la seule chose à traiter en tout cas. Dans ton HDR, l'entreprise libérée et les SCOP, donc les sociétés coopératives et participatives, ne correspondent pas à une forme pyramidale. Mais tu en donnes une critique. Tu peux nous l'expliquer en gros ? Alors moi, je ne mets pas dans le même panier entreprise libérée et SCOP, parce qu'il y a un mouvement d'entreprise libérée qui est pas tout à fait la même chose, qui produit pas la même chose que les SCOP en termes d'organisation. Alors oui, ce sont des formes d'organisation plus aplaties, et là on peut que se satisfaire de ça parce que ça laisse un peu plus de place à des débats sur le travail, peut-être un peu plus de place aussi aux salariés pour parler de leur travail, pour mettre en discussion des aspects du travail, et puis facilite les régulations d'une certaine manière. On pourrait le penser. Les entreprises libérées, le souci c'est qu'il y a pas une forme d'entreprise libérée. Mais il y a plein d'entreprises qui ont calqué des formes prises ailleurs qu'elles ont mis dans leur entreprise. Par exemple, on décide d'enlever toutes les lignes hiérarchiques. Voilà, mais d'un principe. Et on le fait. Il y a d'autres entreprises qui ont réfléchi à ce qui ne fonctionnait pas chez elles et qui sont arrivées à des résultats très proches, mais il y a une construction collective de ça et il y a un processus qui n'est pas du tout le même. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés au bout d'un certain temps de transformation au fait de limiter les niveaux hiérarchiques, mais avec tout un tas de fonctionnements et de processus autour. C'est pas tout à fait la même chose, hein. C'est-à-dire que le résultat, vu de loin, c'est le même. Par contre, les processus que les gens ont développés, par exemple entre des nouvelles fonctions aussi, hein. Il y a plus de hiérarchique, mais il y a d'autres fonctions, par exemple des experts sur un truc particulier. C'est pas du tout la même chose. Donc, en fait, il faut aussi penser qu'une organisation, c'est pas juste un modèle qu'on déploie à un endroit, c'est un processus qui permet d'atteindre, de passer de A à B. Et c'est vraiment très important. C'est pour ça que nos méthodes d'intervention sont aussi, c'est pour ça où on a une légitimité, je pense, sur l'organisation, c'est que nos méthodes d'intervention sont, notamment participatives, assez adaptées à concevoir l'organisation, à les changer. Donc, dans les scopes, il y a cet aspect construction qui est presque intrinsèque à la scope, c'est-à-dire que c'est des construits. Voilà, c'est un construit entre des personnes. Il y a des endroits d'entreprise libérées où les gens n'ont pas décidé du tout que ça fonctionne comme ça et on leur a imposé. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que, qu'on le veuille ou non, hein, on en parlait tout à l'heure pour les régulations, à un moment donné, il y a une décision. Donc on peut enlever toutes les lignes hiérarchiques. La question qui se pose à tous les jours, c'est qu'à un moment donné, qui prend la décision ? Voilà. Et peut-être qu'on va se dire que dans certaines entreprises libérées, c'est à plat complètement, et puis il reste une personne pour prendre les décisions. C'est l'opposé de la libération, quoi, en fait. On peut re-questionner un certain nombre de choses, que ce soit dans les entreprises, la place des personnes dans les entreprises ou dans la société, c'est que ça peut aussi poser d'autres problèmes. Donc, c'est pour ça que je ne crois pas à enlever tous les managers. Moi, ce à quoi je crois, c'est qu'il faut leur redonner leur capacité de manager, notamment à soutenir le travail, à aider à faire le travail. À favoriser la régulation, à être là, à avoir du temps pour soutenir techniquement, mais aussi parfois socialement, émotionnellement les collègues. Et ça, on leur a enlevé. Voilà, il y a eu tout un mouvement quand même de modèles d'organisation à partir de la fin des années 80, milieu 80-90, où c'est pas du tout ces fonctions qu'on a développées chez le manager. C'est plutôt des fonctions de prescripteur et de contrôleur du travail. Et ça existe, on le retrouve aujourd'hui. Les managers qui vous disent, mais attendez... si le gars, un quart d'heure de pause, là, il prend un quart d'heure de pause en plus entre midi et 2, l'autre c'est pareil 10 minutes, à la fin de la journée, moi qu'est-ce que je fais ? Mais qu'est-ce que je fais moi si je peux plus contrôler ça ? En gros, qu'est-ce que je deviens si je ne peux plus contrôler les temps de pause ? Parce que le modèle qu'on lui a donné, sa façon de développer ses pratiques de manager, c'est ça qu'on lui a donné. Donc tu fais ce travail-là et je contrôle que tu fais ce travail-là comme ça. Et parfois c'est très rude, quoi.
C'est très rigide, c'est très prescrit, c'est très contrôlé. Et quand on demande à certains managers d'évoluer aussi peut-être vers d'autres pratiques qui sont plus peut-être aidées, écoutées, régulées, ils sont en difficulté. C'est-à-dire que ce que tu veux dire, c'est que c'est un peu ce que faisait remonter d'HSR, si je dis pas de bêtises, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on manage plus le travail que les hommes. C'est ce qu'il faudrait faire, oui. C'est-à-dire plus tenir compte du travail. Je sais pas comment tu tournes le truc, mais plus tenir compte du travail pour manager. Hein, mais on manage aussi les hommes à travers le travail. Ça, c'est inévitable. Et puis quand vous suivez régulièrement des managers, il y a toujours des trucs, ça déborde la question juste du travail. Voilà, donc il y a des choses qu'ils ont à gérer. Et puis quand on peut pas dire ça, c'est pas du travail, tu gères pas, parce que il a à le gérer. Hein, je dis n'importe quoi, mais la personne qui pleure dans son bureau, ça va dire non. Je suis désolé, moi c'est pas du travail, tu pleures chez toi et puis tu reviens. Non, j'exagère un petit peu, mais c'est ça un peu. Donc, par contre, de tenir compte des questions de travail quand on est manager et de revenir sur ça c'est important. Et de plus focaliser sur sur des affaires de personnes. Parce que aujourd'hui, l'injonction à prendre en compte, par exemple, le bien-être, les risques psychosociaux, etc., c'est beaucoup véhiculé comme ça dans les entreprises où c'est de l'injonction au manager à traiter un peu plus de dimension personnelle au travail. Et je crois pas que ce soit la voie, même si ça existe et qu'il faut le gérer par moment, c'est pas ça. Je crois pas que ce soit la voie d'attaque qu'il faut avoir. La voie d'attaque, c'est le travail. Mais il faut vraiment que le travail soit le sujet des discussions entre les équipes et les managers. Ce qui est par endroits vraiment pas le cas. Mais justement, tu parlais du fait que les managers contrôlent beaucoup. Est-ce qu'au travers de ce que tu appelles le travail, pour essayer de comprendre et creuser, ce que tu appelles le travail, c'est... est-ce que quand ils contrôlent, ils parlent de travail ? Est-ce qu'ils parlent que de prescrit ? Est-ce que le travail, c'est plus que le prescrit, on est d'accord, mais juste... de quoi ils parlent finalement quand ils contrôlent ? Est-ce que c'est pas déjà parler de travail un peu ? Oui, tu as raison. Après, la nuance aussi, c'est que c'est pas des généralités, hein, c'est que c'est nuancé et que dans certains cas, il y a beaucoup de contrôle de la part des cadres. Dans d'autres endroits, il y a des cadres qui essaient vraiment de faire d'autres choses et c'est difficile aussi. Mais voilà, c'est pas le même cas partout. Donc, il y a de la nuance. Et puis, tu as raison, c'est que quand on parle de prescription, de contrôle, ça fait partie du travail. Le truc, c'est que ce n'est pas que ça, le travail. Et qu'on peut pas mettre sous le tapis tout ce qui nous paraît... pas facile à gérer, moins palpable, voilà, ça fait partie du travail. Se dire que, par exemple, on va pas faire une réunion où on va parler de qualité du travail parce qu'on sait par avance que les 10 personnes de l'équipe vont avoir un point de vue différent. Enfin, moi, ça revient régulièrement. Mais la question, c'est pas parce qu'on va mettre une réunion qu'il va y avoir 10 points de vue différents. Les 10 points de vue différents, ils existent. Donc, on a tous des points de vue différents sur le travail, c'est normal. Mais pour un manager, ça peut devenir une difficulté de gérer ces 10 points de vue différents. Mais c'est comme ça. En fait, c'est comme ça. Dans la réalité, il y a ces 10 points de vue différents. Donc, c'est plutôt trouver des formes d'organisation et des compétences qui permettent aux managers de traiter ça. C'est ça, peut-être, s'intéresser un peu plus au travail. Hein, quand on dit ça, ou quand Mathieu Deschessard parle de ça. Alors, on n'a peut-être pas le même modèle du travail, et notamment les modèles d'activité qui ne seront pas les mêmes en circulation dans les sciences de gestion. Mais en tout cas, la volonté, au départ, je pense que c'est ça là. On a la même. C'est que... on puisse rediscuter sur des niveaux hiérarchiques différents des vraies questions, enfin des questions qui se posent tous les jours dans le travail, quoi. Et pas en évacuer. Tu as dit que le management avait changé dans les années 80, qu'il y avait moins d'émotionnel en gros, si j'ai bien saisi. C'est surtout les formes d'organisation qui sont devenues différentes, hein, où les questions, pour faire rapidement, en fait, c'est des changements profonds dans l'économie française et pas que, hein, occidentale, mondiale, qui ont fait que les organisations ont changé. Les organisations sont devenues beaucoup plus productives, pour dire rapidement, et où le travail, on l'a très instrumentalisé. C'est-à-dire que, pour schématiser, tu fais ça dans le travail, tu fais ce geste-là, qu'il soit manuel ou cognitif, et on ne te demande pas plus. Hein, c'est comme ça que le travail, on parcellise. Dans les services, on parcellise énormément. Hein, beaucoup de parcellisation du travail, de fordisme dans les industries, dans les services. Voilà, donc il y a des formes d'organisation qui répondent aussi à un modèle économique. Et c'est là où ça dérape fortement, où l'organisation devient un vrai déterminant qui détériore la santé. Voilà, ça s'est passé, ça a démarré là, mais ça a continué. Et on n'a pas beaucoup. Il y a des tentatives de faire autre chose parce qu'il y a des forces de pression de part et d'autre, mais quand même, hein, il y a encore des organisations, vous parlez d'organisations pyramidales, mais où les questions de décision sont très centralisées, où la participation est quelque chose d'impensable
sens profond du terme. Hein. On dit qu'on va faire de la participation, mais le penser vraiment et l'inscrire dans une organisation, c'est très difficile. Ça partirait de la division du travail entre qui décide et qui exécute, c'est ça ? On n'a pas changé ce modèle-là, qui était le premier principe de Taylor. Hein. Il y a ceux qui pensent le travail, il y a ceux qui l'exécutent. Et on est dans plein d'endroits, on est là. Mais c'est ça, le fond de l'histoire, c'est celle-là. Hein. Alors on peut la traiter philosophiquement, se dire que dans nos sociétés qui sont des démocraties, on a une place pour influencer les décisions, ce qui est vrai dans plein d'endroits, heureusement, qui est à nuancer dans notre pays et puis d'autres, où c'est pas du tout la même chose. Bon, dans les entreprises, c'est pareil. Et puis, ça se développe dans la société, ça va devoir se développer dans les entreprises. Cette rupture entre ceux qui décident et ceux qui exécutent, il y a un mouvement qui est lancé, je sais pas quel temps il prendra, mais c'est un mouvement de société qui va forcément percuter les entreprises. Pour plein de raisons. Qui deviendra de moins en moins acceptable, et dans la société et dans les entreprises. Donc les entreprises peuvent se dire que ont toujours une forme de monopole parce qu'il y a des pouvoirs, notamment financiers, mais quand même, il y a plein d'entreprises qui deviennent plus aussi productives parce que les salariés, comme on dit, ils sont démotivés, ils s'en vont. On parle d'attractivité aujourd'hui, ce sont des questions qui sont très 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 anciennes, mais aujourd'hui, c'est aussi une boîte de réponse et avec un Covid, une crise sanitaire qui a, soi-disant, exacerbé tout ça. Probablement dans certains secteurs, mais quand même, la question de l'attractivité, elle est plus profonde que ça. Et elle date d'avant. Et là, on arrive à des ruptures à certains endroits qui font que les pouvoirs publics, certains décideurs se disent, bon, là, il faut attraper les choses autrement. Voilà. Bon, c'est un peu dommage d'arriver à des situations un peu extrêmes pour se dire on va s'intéresser un peu plus à ce que veulent les gens, à ce que disent les gens sur le travail. Voilà. Et encore, dire l'attractivité, s'intéresser aux personnes, c'est pas leur filer des baby-foot, quoi. La question de fond, elle n'est pas là. La question de fond, moi, j'étais dans le secteur de la restauration, le cuisinier dit c'est pas ça le problème. Évidemment, il y a des conditions de travail qui sont difficiles. Mais ce qui est important pour eux, c'est de pouvoir participer, faire les menus, choix de la qualité des produits, de pouvoir peut-être tenir compte d'un certain nombre de conditions, c'est-à-dire de pas faire des week-ends tout le temps, mais de pouvoir tourner, donc de former des plus jeunes. C'est ça, c'est des questions de travail. Et donc, tant que on remettra pas ça sur la table, les questions d'attractivité seront toujours les mêmes. C'est marrant que tout ce que tu dis, Johan. Alors on parle de travail là, mais moi j'ai presque l'impression qu'on parle de politique. Et oui, moi je pense que fondamentalement le travail c'est politique. C'est pas parce que je le pense, c'est qu'il l'est. Il est politique. Surtout dans nos sociétés. Le travail est tellement constitutif de la société et de la vie de chacun, c'est que forcément c'est déjà politique comme ça. Et puis, quand vous avez développé une activité dans le travail, c'est comme si vous développiez l'activité dans la société. C'est que c'est traversé par tout un tas de questions et donc c'est politique. Donc la politique dans le sens la vie de la cité, les règles qui font la vie de la cité, c'est la même chose dans une entreprise. C'est une petite cité et forcément, quand tu as cette activité dans cet endroit-là, il y a plein de questions qui traversent le travail. Et donc participer à la vie de la cité d'une certaine manière, c'est important. Et donc quand on dit se sentir bien dans son travail, se sentir utile, d'une certaine manière, c'est pouvoir participer à aux règles de cette société donc dans l'entreprise pour pouvoir faire son travail. Si on fait plus ça, c'est ce que disait Canguilhem, si on n'a pas la main sur son milieu, ça va pas. La santé se dégrade. Donc c'est très politique le travail, complètement. Et puis je crois pas qu'on les prenne les questions comme ça. Et on voudrait même, dans plein de demandes aujourd'hui, que les ergonomes soient des techniciens. Et ça permet aussi de dire qu'on traite un certain nombre de problèmes en les réduisant à des questions très techniques. Il y a certains problèmes, on va avoir du mal à les traiter comme ça en tout cas. Il y a des endroits où il y a certains problèmes de travail, ça ira très bien. Il n'y a pas besoin de faire plus. Mais il y a plein de sujets où on n'y arrivera pas. Et on fera des pansements. Mais parfois, c'est là où il faut garder toute humilité. C'est que peut-être il faut démarrer par ça pour arriver à montrer qu'il y a d'autres choses dans le travail et qu'on peut traiter d'autres questions. C'est ça. Je crois que notre combat, c'est un combat de nos interventions dans les entreprises à chaque fois. Donc finalement, ce que tu dis, c'est que c'est politique. On change d'organisation.
changer une organisation dans une entreprise, c'est finalement modifier la politique de cette entreprise, la politique interne de son fonctionnement. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'il faut, voilà, là, il faut pas non plus se prendre plus roi que le roi. non, ça traverse des questions politiques, le travail, ça c'est sûr. Après, c'est à quel niveau on arrive à intervenir. Je pense que la force de l'ergonomie, par cette connaissance du travail, permet de questionner des stratégies d'entreprise. Il n'y a pas de problème. Ça, moi, j'en suis absolument convaincu. Et on a des exemples où ça fonctionne très bien. Donc, mais le truc, c'est d'arriver à discuter de certaines stratégies d'entreprise et de fonctionnement derrière qui en découlent. Hein, c'est là où c'est difficile. Donc là, c'est là où il faut revenir à des sujets précis, des demandes précises, et c'est à partir de ça qu'on fait les choses. On peut essayer de décaler les demandes au plus possible, mais on n'arrivera pas à chaque fois à décaler la demande pour travailler sur au niveau du travail des directions, quoi. Hein, ça, ce sera peut-être... parfois, on y arrive, mais parfois, il faut rentrer par la petite porte et puis prendre du temps. C'est des interventions en rebond, et on traite des sujets différents. Mais voilà, comme on disait tout à l'heure, il faut aussi qu'on se re-questionne sur notre frilosité à poser ces questions-là comme des questions que traitent les ergonomes. Et je pense qu'il faut aussi, dans les formations, amener progressivement, il y a une base, mais amener progressivement la possibilité de traiter des sujets comme ça, de montrer ce qu'on est capable de faire dans telle situation. Et voilà, faut que ça évolue, quoi. Durant le second épisode de la première saison des podcasts, Martin Chadouin nous avait parlé de quelque chose que l'on voulait mettre en avant parce que ça rentrait en écho avec ton HDR. On va l'écouter et tu vas nous dire ce que tu en penses. Effectivement, moi, si ma carrière marche et réussit super bien et que j'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire, il n'y aura plus besoin d'ergonome. Mais bon, ça, c'est pas mon but optimal, évidemment. Mais c'est quand même intéressant parce que ça pose beaucoup de questions sur le rôle de l'ergonome aussi. Tu sais, le rôle de l'ergonome qui est là comme... l'ergonomie, ça a beaucoup évolué. Au début, on était vraiment des extracteurs de savoir. On allait chercher du savoir chez les travailleurs qu'ils ont développé et puis on allait l'amener à la direction pour qu'elle puisse concevoir autrement. Maintenant, on décale un peu avec l'idée de... maintenant, on est là pour créer les espaces et ça, c'est super intéressant. On est là pour créer les espaces qui permettent aux gens de discuter de ce savoir-là, en fait. C'est plus l'ergonome qui le porte. L'ergonome, il porte la démarche qui permet aux gens de discuter entre eux. Et en fait, c'est ça, notre rôle d'ergonome, il change et il va continuer à changer. Et avec le télétravail, il va sûrement continuer à changer aussi, de savoir comment on est passé, on est devenu un peu des prescripteurs, en fait, du travail des gestionnaires. Finalement, on donne, c'est un peu ce qu'on avait dit, des espaces de régulation, on donne les moyens aux gens de s'autoréguler ou on donne le pouvoir d'agir, je ne sais pas si on peut parler de ça, pour les gens. Mais au final, une organisation où l'ergonomie est intervenue beaucoup, comme tu peux le faire, toi, auprès d'interventions très longues. Est-ce que finalement, au bout d'un moment, on n'efface pas la place de l'ergonome ? Enfin, comment on conserve notre place ? Et c'est pas un enjeu juste de dire il faut garder des ergonomes dans les entreprises. C'est-à-dire est-ce qu'à un moment, on sera plus nécessaire ? Est-ce que ça pourrait arriver, ça ? Qu'on soit plus nécessaire à une organisation ? Est-ce que c'est l'objectif final de l'ergonomie ou Alors, d'abord, il faut replacer les choses, et là aussi, il faut garder un peu d'humilité, c'est qu'avant que tous les ergonomes interviennent dans toutes les entreprises, même en France, il y a du chemin. Donc, rien que ça, bon. Mais la question de fond, elle n'est pas là, je pense. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce qu'on intervient et qu'on laisse des capacités, pas d'ergonomes d'ailleurs, hein, des capacités à traiter les questions de travail autrement. Peut-être que ça peut être un objectif et que... Voilà, Rabardel parlait d'acteurs ergonomiques. Ça, j'y crois, vraiment. Hein, et les interventions qu'on fait dans le temps, pédagogiques, qui impliquent les personnes, notamment les managers, etc., c'est cette vocation-là. C'est vraiment laisser des traces qui sont plus durables. Mais, contrairement à ce qu'on pense, c'est l'inverse. C'est l'inverse qui se passe. Parce que les traces qu'on laisse, entre autres, c'est de montrer que le travail, c'est plus compliqué que ce qu'ils pensaient avant qu'on arrive. Et quand on a ça en tête, finalement, on fait plus facilement appel à d'autres qui sont plus spécialistes du travail pour traiter certaines questions. Et on est plus alerte à le faire. Donc, il y a des entreprises, franchement, où quand ça marche, nous, il y a une entreprise avec mon collègue Bernard Duguay, on y intervient depuis 8 ans.
C'est une entreprise qui est dans le secteur viticole, mais ça fait 8 ans et on a travaillé sur une douzaine de projets. C'était quoi les premiers projets, on va dire, et c'est quoi le dernier en date pour comprendre un peu d'où on part et où est-ce qu'on va, quoi. La porte d'entrée, c'était harcèlement. Vous voyez, la porte d'entrée un peu pourrie, un peu glissante ou qui colle au doigt, ça dépend comment on veut le prendre, et former nos managers à mieux traiter les RPS. Voilà. On pourrait se dire, on fait pas, on voit bien que c'est très, avec un contexte social relativement dégradé. Mais on a fait, alors on a tourné un peu le truc, c'était une formation action au départ, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une part de, on va traiter des sujets que vous avez, pas seulement ce cas-là, mais d'autres, donc il n'y a pas que des questions de conflits interpersonnels. Donc progressivement, ça permet d'amener aussi d'autres rôles des ergonomes, notamment dans les projets, même s'ils ne sont pas très gros. Il y a d'autres managers dans la formation qui ont d'autres choses sur le feu. Et puis petit à petit, on a plutôt accompagné les managers à traiter certains projets, certains problèmes de travail qu'eux avaient comme problème de travail. Et donc dans la douzaine, il y a par exemple un bâtiment. Construisent un bâtiment pour ranger les tracteurs, pour faire les produits phytosanitaires, etc., etc. Avec même des bureaux. Voilà. Donc accompagner le manager, par exemple, à faire des simulations avec ses équipes. Vous voyez ? Donc première réunion, on fait avec eux. Deuxième réunion, on est là, mais c'est eux qui font. Et puis troisième réunion, on fait plus. On est là, mais on fait plus rien du tout. Et après, ils font tout seuls. Voilà, progressivement, les emmener à d'autres pratiques. Ça peut poser problème pour l'ergonome parce qu'on se dit mais attends, il faut lâcher à faire, quoi. Et puis on se dit mais attends, non, il y a des trucs qu'il va oublier. Moi je ferai pas comme ça. Et bien, il faut convenir que l'objectif c'est pas forcément celui-là. C'est qu'ils vont le faire autrement. C'était l'objectif de début, qu'ils prennent en compte des questions de travail, mais autrement que ce que le ferait un ergonome, forcément. Voilà, il faut accepter que c'est comme ça. Donc ça, il y a eu ça. Il y a eu un projet égalité professionnelle qui a traité pas mal la question de l'égalité homme-femme. C'est très, très intéressant. Et puis le dernier, c'est remise à plat de tout l'organigramme des responsables. On avait fait l'organigramme côté salarié, toutes les fiches de poste, toutes les grilles salariales qu'on a repris avec la RH. Donc la partie salariale, évidemment, c'est pas nous, mais par contre les fonctions, redéfinir les services, et pareil avec les managers, on est là-dedans. Voilà, c'est les derniers projets. Voilà, et il y a un projet, par exemple, refaire la zone de conditionnement, donc autant sur les aspects organisationnels que d'espace, de machines, il va y avoir de nouvelles machines. Voilà. Donc on les accompagne à partir de ces projets-là pour faire un autre management, voilà, pour évoluer vers un autre management. Donc évidemment, la partie formation est aussi importante parce que c'est aussi donner qu'on se mette d'accord sur certains aspects de management et de difficultés à faire le management, de regard sur le travail. Il faut qu'il y ait un minimum de choses partagées pour arriver à... Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais ils auraient très bien pu, à la fin de la formation, me dire « Ok, merci, c'était très bien, au revoir ». C'est que finalement, c'est un travail humain. On oublie parfois que le travail, c'est fait par des humains et des êtres vivants qu'il faut accompagner. Et finalement, une fois que cet être vivant est accompagné, il va, même si ça ne va pas exactement où on veut, est-ce que c'est pas ce que vous dites, finalement, que le travail est humain Peut-être je le dirais autrement, mais peut-être que c'est ça le fond de ce que tu veux dire. C'est que quand même ce qui est un peu nouveau aussi pour les ergonomes, pas là maintenant, mais qui progressivement s'est construit dans les modèles en ergonomie, c'est que les managers travaillent. Et moi, je vois que si on ne tient pas compte de leurs problèmes, si on ne les prend pas comme des problèmes de travail, c'est difficile. De dire qu'en bas, il y a un souci et qu'il faut qu'ils travaillent autrement pour régler le souci d'en bas, cette façon d'intervenir, elle marche très peu. Voilà, parce que c'est, encore une fois de plus, pour beaucoup de managers, une injonction qu'on vient leur donner de pratiques différentes, comme on leur donne des injonctions réglementaires. Il y en a tout le temps, en fait, pour eux. Et donc, il faut considérer que ce sont des travailleurs et qu'il faut partir c'est pour eux un problème de travail. Voilà. Celui qui a besoin d'exosquelette, celui qui a pensé à un exosquelette, il y a pensé parce qu'il a un problème dans son travail. Son problème, c'est que ces gars s'usent, se font mal, qu'il a du mal à recruter, que même si on ne peut pas lui en vouloir de ne pas pleurer sur chaque personne qui part, voilà, là où il y a des sentiments qui rentrent en jeu, on n'est pas forcément obligé de tenir ça en compte. Mais ce problème de santé de salarié, c'est un problème aussi pour lui. Donc on est obligé de prendre en compte ce besoin global. Voilà.
il y a un problème de travail pour les salariés de son équipe, mais lui, il a un problème aussi à traiter. Et si on veut que les choses restent, il faut prendre ce problème-là à la base. C'est ça. Donc voilà, moi, plutôt accompagner les personnes, ou plutôt les managers, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est les considérer aussi comme des travailleurs et qui ont des injonctions, des contraintes, et qui le résultat de leur travail devient une contrainte pour les équipes, mais c'est quand même un travail. Et je crois que c'est important qu'on réfléchisse à comment on arrive à partir de leurs problèmes aussi dans les demandes. Et pas se dire, en gros, pour le dire un peu vite, ce sont des cons, ils n'ont rien compris, ils font la misère aux autres, quoi. Oui, parce que si on regarde un peu loin, c'est ça quand même le truc. Mais si on veut aller plus loin dans ce qu'on fait, notamment sur des questions d'organisation par le travail des managers, il faut qu'on considère leur travail. Et même s'il faut le faire évoluer, c'est avec eux, c'est à partir de leurs difficultés dans leur travail. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera de manière un peu solide, quoi. Même si parfois c'est dur. Parce que finalement, c'est ce que tu dis dans ton HDR, c'est les deux niveaux d'intervention. C'est ça, niveau 1, le terrain, et niveau 2, l'organisation. Est-ce que ça arrive que ces deux niveaux se rencontrent et soient en désaccord Pas vraiment, parce que... Ou alors, il faut prendre un exemple précis, mais c'est le projet de bâtiment dont je parlais tout à l'heure. Le projet de bâtiment, c'est le niveau 1. Donc, d'une certaine manière, on va voir le travail des tractoristes, on regarde comment ils travaillent. Et puis, pour la réunion de simulation, on a un certain nombre de situations qu'on a identifiées comme importantes pour la simulation de ces plans à ce moment-là. D'accord ? Donc, nous, on a fait notre travail. Et là, on est comme si on était dans un projet de conception. Voilà. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2 qui nous intéresse, c'est faire en sorte que ce processus-là puisse se refaire une fois qu'on sera plus là. Pas de la même manière, pas aussi ceci, cela, mais peut-être un peu plus autre chose qu'on ne sait pas faire. Mais en tout cas, approprié par d'autres. Cette façon, par exemple, de faire participer les salariés dans un projet où on construit un bâtiment. Tu vois ? Donc de les faire participer, de les faire parler de leur travail, parce que pas imaginer que le cadre, le manager va aller sur le terrain faire de l'analyse du travail. C'est pas possible, ça, d'accord ? Donc c'est qu'il développe ses propres pratiques par rapport à ça, et que le coup d'après, c'est ça le niveau 2. En fait, c'est l'objectif secondaire quand on participe à un projet avec eux. L'objectif secondaire, mais qui, pour moi, est le principal. C'est comment ils vont développer d'autres pratiques qui permettent de faire ça. Et à la fin, quand il dit, au bout de 4-5 réunions, punaise, parce que participer, c'est celui-là en particulier, il voulait absolument pas. Et les premières réunions, pas celle-là, mais avec ses autres équipes, il n'était pas là. Il n'était pas là. C'est nous qui faisions tout seul. Et puis il est venu. Voilà, progressivement. Donc des fois c'est des pratiques, c'est ça qui se passe. Donc c'est ça qu'il faut essayer de faire évoluer. Mais il faut comprendre pourquoi il veut pas y aller au début. Parce que ça va perdre du temps. Enfin bon, il y a des choses qui sont un peu des façades pour pas parler des vrais problèmes qu'ils ont, être face à leurs salariés qui vont poser des questions auxquelles on ne sait pas répondre, par exemple. Ça sont des vrais problèmes pour eux et qui finissent par dire après. Voilà, pour moi, le deuxième niveau, c'est celui-là, quoi. C'est comment on développe des pratiques différentes, comment peut-être on réfléchit aussi à de quoi ils ont besoin, ces cadres, pour faire ça. Parfois, c'est de la formation, parfois, c'est des moyens de décision, d'être capable de décider, de faire des réunions qui n'étaient pas prévues. Il y a plein de cadres qui n'ont pas ces marges de manœuvre non plus. Donc, quand ils n'ont pas ces marges, ils ne peuvent pas développer non plus une activité qui ressemble à celle-là. Donc voilà, moi c'est ça ce que j'entends comme deuxième niveau. Donc c'est plutôt imaginé comme l'un imbriqué dans l'autre, c'est-à-dire que on sait pas faire du travail sur l'évolution des pratiques managériales et l'organisation si on n'a pas des projets de niveau 1. Voilà, donc ça peut être des questions d'organisation, c'est comment on répartit le travail parce qu'il y a un problème X ou Y, il y a quelqu'un qui s'en va. L'exemple qu'on donnait tout à l'heure de personnes qui partent, on parlait en aparté, de personnes qui partent d'entreprise. Voilà, il y a truc et machin qui vont partir dans 2 ans. Ce sont des piliers du service où on est 5. Et bien voilà comment on prépare le départ pour qu'on forme de nouveau, etc. Bon, parfois, il y a des cadres, on se rend bien compte qu'ils n'ont pas du tout les moyens financiers de faire du tuilage, de faire des formations, de faire des réunions. Et là, on peut leur donner de l'injonction à faire de la participation. Ça ne fonctionnera pas. Donc, pour moi, c'est ça, partir de leur travail et faire du deuxième niveau. Donc ce qui est intéressant finalement dans ton HDR, c'est que on est sur de la pratique pure. Ah oui, et du fait qu'en fait cette pratique pure peut quand même servir la recherche.
de façon très profonde. Parce qu'un HDR, c'est clairement de la recherche. Sauf si je dis une bêtise, mais c'est clairement de la recherche. Et pourtant, on parle pratique. Dans tout ce que tu déroules de la pratique de fond, clairement. Et c'est assez intéressant. Explique-nous comment on part de cette pratique et on en fait de la recherche. Et finalement, comment tu fais ? En tout cas, ça me fait plaisir que vous disiez que ça part de la pratique et de manière utile. Et que la recherche puisse alimenter des réflexions sur la pratique pour des praticiens, c'est le but. Donc voilà, si cet objectif-là est atteint, c'est déjà très très important. Alors, pour moi, il y a deux choses dans la question qu'on peut avancer un petit peu, c'est que transformer les organisations, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est une dynamique qu'on met en place aussi. C'est autant la manière dont on s'y prend que le résultat qu'on va atteindre. Donc il faut accepter qu'il y a un cadre de départ qu'on connaît à peu près, et accepter qu'on ne connaît pas tout, que la démarche, c'est pas sûr qu'on la connaisse complètement au départ, et que du coup, le résultat n'est pas complètement connu au départ. Donc ça, c'est un problème aussi, mais c'est un problème récurrent de conception. Quand on lit des choses sur la conception, des recherches en conception, c'est la même manière dans tout type de conception. Donc imaginez, quand on construit un bâtiment, qu'on sait tout d'avance, qu'on connaît exactement la démarche et qu'on connaît le résultat final, c'est faux. Voilà. Dans la réalité, c'est faux. Donc c'est pareil pour l'organisation, et encore plus parce que l'organisation, la dynamique qu'on va mettre en place pendant le changement, il va faire partie de l'organisation, du modèle final en fait. La manière dont les cadres se mobilisent, la manière dont ils changent leur pratique pendant le changement organisationnel, ça fait partie aussi peut-être c'est ça, pour moi c'est ce qui est important, de développer des capacités par ces managers à faire des régulations par exemple. Donc de modifier l'organisation pour qu'on soit plus à même, et que eux soient plus à même aussi de faire de la régulation, de proposer, faire participer et faire des régulations, c'est un enjeu du changement. Donc c'est forcément des questions de pratique. C'est forcément comment on va s'y prendre, qui c'est qu'on va mettre dans le groupe de travail, est-ce qu'on leur fait des formations au départ, qu'est-ce qu'on va discuter dans le groupe de travail, quelle est notre place dans ces groupes-là, est-ce qu'on y est au début, est-ce qu'on disparaît au fur et à mesure, est-ce qu'on y met que des salariés de l'équipe au départ et puis des managers après, hein. Tout ça, voilà, c'est de la démarche. Et c'est ça qui fait, une grosse partie de l'organisation qui va se pérenniser, elle se fait là-dedans. Donc pour moi, participer à du changement ou la conception organisationnelle, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas traiter des questions d'organisation de fond comme ça, c'est purement des questions d'intervention. C'est purement des manières de dynamiser le changement en fait, de comment on le met en mouvement. Donc ça c'est hyper important. Et puis le deuxième sujet que tu soulèves, je pense, à travers ta question, c'est le lien entre recherche et pratique. Pour moi, ce serait très difficile aujourd'hui de dissocier pratique, recherche et enseignement. On est une discipline d'action, c'est comprendre le travail pour le transformer. Donc on ne comprend pas le travail juste pour le laisser une photographie, c'est plus ou moins mettre en dynamique pour que ça se transforme. Et parfois, c'est très accompagné. Donc moi, je sais pas faire autrement que d'être dedans, pour pouvoir utiliser ces données-là pour dire des choses sur comment nos modèles ils doivent évoluer, hein, que ce soit d'analyse ou de transformation. Et puis, ça évolue tellement le monde du travail et même nos pratiques que pour l'enseignement, il faut être très près de ça d'une certaine manière. Donc les liens, alors que ce soit sur un modèle que développe une même personne comme ça, hein, avec un lien très fort entre pratique, recherche et enseignement, ou que ces sphères-là se parlent, se rencontrent beaucoup. C'est ça qui est important. Hein, qui est des endroits où les praticiens parlent aux chercheurs et aux enseignements. Il y a plein d'endroits où l'enseignement de l'ergonomie est fait en partie par des universitaires et en partie aussi par des praticiens. C'est une manière de faire ça, préparer les contenus pédagogiques en discutant, en échangeant avec les praticiens. C'est aussi une manière de se faire rencontrer ces deux sphères. Aller dans des congrès où il y a des praticiens et des chercheurs, c'est aussi une autre manière. Voilà. Pour moi, ça doit être... je ne vois pas mon modèle professionnel autrement, voilà, que de gérer les trois en même temps. Pour moi, c'est indissociable. C'est pour ça que le poste d'enseignant-chercheur, avec une recherche très appliquée, je ne saurais pas le faire. Et puis ça dépend aussi des personnes. C'est comme ça que j'ai construit. J'ai baigné aussi dans un milieu comme ça quand je suis arrivé dans l'équipe bordelaise. Et puis c'est ce qui m'a plu.
Donc j'ai développé le mien, mais à travers quand même quelque chose qui était déjà très ancré. C'est qu'en fait, pour moi, la question de fond, là, tout à l'heure vous parliez de travail politique, on peut inverser la chose. Et puis on voit qu'il y a eu des ébauches de débats dans certains partis politiques, donc notamment le Parti socialiste. Est-ce qu'il s'empare de cette question-là? Il y a plein de gens qui y croyaient, hein, mais ça ne se fait pas finalement. Est-ce que le travail est une question de société? Est-ce que le travail, pas l'emploi, est-ce que le travail est une question de société? Et c'est ça qui, aujourd'hui, là, le problème, il est là. Si c'était une vraie question de société, peut-être que ça ne se déroulerait pas comme ça aussi dans les entreprises. Il y aurait d'autres forces de rappel qui permettraient de remettre le travail au cœur de certaines discussions et de certaines décisions. Aujourd'hui, du coup, quand on réfléchit à des modèles d'organisation, je ne suis pas certain que le travail soit à la base des discussions, et des réflexions. C'est ça le souci. Donc, on arrive après, pour rattraper les choses, c'est ça qui est dur. Donc on a une dernière question avant de conclure. Au début de ton HDR, tu parles de tertiarisation et de la financiarisation de l'économie en indiquant, a priori, elles paraissent loin de son champ d'investigation, mais la nécessité d'aborder les situations de travail de manière systémique nous conduit à nuancer cette position. Est-ce que l'ergonomie peut intervenir à une échelle plus sociétale ou au moins modifier le modèle même de l'organisation au sein de laquelle elle intervient ? Alors moi, ces questions, elles m'ont intéressé aussi pour comprendre l'environnement dans lequel se retrouvent les salariés. Et de bien comprendre, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, quand on dit les modèles d'organisation ont évolué assez lourdement et puis dans une même direction depuis la fin des années 80, début 90, c'est lié à cette financiarisation. Et puis progressivement, une tertiarisation qui n'est pas liée qu'à ça, mais qui est aussi liée à ça, voilà, donc c'est un environnement de travail qu'on doit comprendre. Donc, moi je sais qu'on passe pas assez de temps à enseigner ça, mais ça fait partie du travail, quoi. Les environnements dans lesquels vivent les salariés, c'est quand même très lié aussi à ça. Donc c'est surtout pour ça que je trouve que c'est intéressant. On est loin du champ d'investigation parce que on va pas agir sur la financiarisation. C'est pas du tout l'objet de la discussion, ni sur le fait qu'il y aura plus de tertiarisation ou moins de tertiarisation en France. C'est pas du tout ça. C'était plutôt sur le fait que ce sont des environnements, même s'ils paraissent loin de l'ordinateur de celui qui fait la feuille de soin ou de celui qui taille la vigne, quand même. Il y a des évolutions dans ces sphères-là, financières ou du statut des entreprises, des secteurs d'activité qui ont des impacts sur le travail. Et il faut le connaître, quoi. C'était surtout sur ça, en fait. Après, je ne sais pas s'il y a une autre question derrière, c'est est-ce que l'ergonomie peut agir à un niveau sociétal, au niveau d'une société? Oui, il faudrait que ce soit un peu plus, que des ergonomes puissent donner des points de vue. Ce qui se fait, il y a des collègues qui quand même influencent ou sont dans des sphères où ils discutent des questions plus de société ou des décisions sur la vie de la société, notamment sur les retraites. Pour citer Serge Volkov, a participé pas mal à ces débats-là. Donc oui, les questions de travail, mais pourraient être portées par des ergonomes à d'autres endroits que dans les entreprises, évidemment. Mais le problème de fond, c'est celui qu'on discutait tout à l'heure, c'est que est-ce que d'un point de vue politique, on va en faire une vraie question de société? Tant que ce ne sera pas le cas, on n'invitera pas forcément les ergonomes à parler du travail dans ces endroits-là. Mais oui, il y a plein de questions de société qui pourraient être traitées à travers le travail, oui, complètement. Merci beaucoup pour tous ces échanges, pour cette réponse-là en particulier, mais pour tous les échanges qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Bien, merci à vous. On espère surtout que cet échange a pu enrichir vos réflexions, auditeurs et auditrices. Si vous souhaitez donc approfondir certaines notions qu'on a pu aborder de la régulation, l'organisation, tout ça, nous, on vous invite carrément à lire des chapitres de ce HDR qui comme on l'a pu le dire auparavant, est quand même assez simple à lire parce qu'on est très orienté sur de la pratique. Un remerciement à l'équipe de rédaction de ce podcast, donc Betty Apavou, Chabi Artiguebiel, Kevin Demeurcy-Truc, Barbara Goujon, Eladj Marico et Théo Poré. Nous remercions également nos patriotes de nous soutenir et qui nous permettent de vous proposer des épisodes de qualité. Pour devenir patriote, c'est très simple. Vous allez dans la description, vous retrouverez notre page Patreon. Ça nous permet, à travers ce soutien, de vous proposer des épisodes d'une qualité qu'on espère de mieux en mieux et surtout d'aller à la rencontre de divers invités comme Joanne Petit. N'hésitez pas à suivre Parlons peu parler à gauche sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram. Bonne journée.